15 juillet 1997, à Miami Beach, en Floride. Aux premières lueurs du jour, un homme attend devant la luxueuse maison de Gianni Versace. Versace menait une vie agréable et ne se sentait pas menacé. Dans le quartier, tout le monde le connaissait et l'appréciait. Alors pourquoi quelqu'un aurait voulu lui faire du mal? Andrew Cunanan n'est pas un simple fan qui espère rencontrer, voire échanger quelques mots avec l'un des stylistes les plus célèbres du monde. C'est un harceleur, et ce n'est pas l'admiration qui le pousse à agir. C'était un véritable sociopathe. Il n'avait aucun sens moral et éprouvait du ressentiment contre certaines personnes. Il voulait se venger d'elles. En l'espace de quelques secondes, Versace est mort. Cunanan l'a tué de 2 balles avec son pistolet semi-automatique PT-100. Il a été abattu à bout portant. Il n'avait aucune chance de survivre à ses blessures. Ce n'est pas la première fois que cet individu utilise une arme. Au cours des derniers mois, il a tué 4 personnes, dont 3 avec ce pistolet. Il a traversé le pays en semant la mort sur son passage. Il avait connu beaucoup d'échecs dans sa vie. Il avait l'impression de mériter plus. Il en voulait plus. Toute sa rage et ses idées délirantes se sont dirigées vers Gianni Versace. Voici l'histoire de l'assassin de Gianni Versace. Poussé par ses pulsions meurtrières, Andrew Cunanan a traversé les États-Unis et éliminé toutes les personnes qui refusaient de lui donner ce qu'il voulait. Son périple sanglant s'est terminé en tragédie. Il a traqué et exécuté froidement sa dernière victime. Un chaud matin de juillet, la police se rend au 1116 Ocean Drive à Miami Beach en Floride. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Des tirs ont été signalés à la Casa Casuarina, la somptueuse propriété de Gianni Versace. J'ai vu des hélicoptères. Quelqu'un avait tiré sur Gianni. Je l'ai senti. Le chef de l'agence m'a appelé pour me dire que Versace avait été abattu devant sa maison, sur la plage. L'événement a un retentissement planétaire et plonge le monde de la mode dans le deuil. Il a reçu une balle à l'arrière du crâne. Elle provenait d'une arme semi-automatique. Il y avait beaucoup de sang sur les marches. On a également retrouvé 2 douilles de calibre 40, tout près du corps de la victime. Les médias se sont très vite emparés de l'affaire. Il y avait des centaines de personnes sur place, des journalistes venus du monde entier. L'information a circulé à une vitesse incroyable. C'était le chaos. Ce drame a très vite attiré une foule immense. La police a installé un cordon de sécurité et elle est arrivée tellement rapidement que les témoins étaient toujours sur place. Une femme a remarqué qu'un homme avait suivi M. Versace. Elle l'a entendu lui crier quelque chose. Le styliste s'est retourné et l'inconnu lui a tiré 2 balles dans la tête. Puis, il s'est enfui sur Ocean Drive en direction du nord. Il portait une casquette et un sac à dos. Le suspect s'engouffre dans un parking. Les policiers en uniforme ont sécurisé le périmètre autour du garage. D'autres agents sont arrivés en renfort. On a fouillé le bâtiment, mais on n'a pas retrouvé le suspect. Il s'était volatilisé. Un témoin avait vu un homme correspondant à la description de l'individu recherché. Il est monté au dernier étage du parking pendant que la police mettait le barrage en place. Il a regardé autour de lui, puis il a emprunté l'escalier de secours et il s'est engouffré dans un taxi jaune. Les gens se demandaient pourquoi Versace, pourquoi lui. C'était un mystère. Il n'y avait pas de mobile. On ne savait pas si c'était une balle perdue, un meurtre commandité ou le résultat d'une dispute. À ce stade, on n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. En réalité, le meurtre de Gianni Versace n'est pas un crime dû au hasard. C'est le dernier d'une série d'homicides commis à travers tout le pays par un individu décidé à ne laisser aucun obstacle l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut.
un homme qui a vécu dans le mensonge une grande partie de sa vie. L'arrivée en Floride d'Andrew Cunanan est le dernier acte de 10 années de vie marquées par ses impostures et ses mensonges. Andrew Cunanan était très certainement un sociopathe et probablement un psychopathe. Il n'éprouvait aucun remords. Il se croyait au-dessus des lois. Il était égocentrique et il était prêt à tout pour mener la grande vie à laquelle il aspirait. Andrew Cunanan était le dernier enfant d'une fratrie de 4. Il avait un QI très élevé, il riait très fort et il voulait être célèbre. Il aimait que les gens le remarquent. Il a été choyé par ses parents. Il est allé dans les meilleures écoles. Il a eu droit à beaucoup de choses que ses frères et sœurs n'avaient pas eues, simplement parce que c'était le petit dernier. Ils l'ont vraiment gâté. Andrew Cunanan venait d'une famille relativement modeste d'origine philippine. Dès son adolescence, il a cherché à s'extraire de son milieu social. Il voulait faire mieux que ses parents. Il assumait vraiment très mal ses origines. Il avait honte de sa famille, il cachait la vérité. Très jeune, il s'est mis à mentir et à inventer des histoires abracadabrantes sur ses origines. Alors son entourage ne savait jamais si ce qu'il disait de lui était vrai ou faux. Il est allé à l'université, mais il a abandonné au bout d'un an. Après ça, il s'est mis à sortir énormément. À l'époque, sa famille ne savait pas qu'il était gay. En 1989, Andrew Cunanan vit à San Francisco. Il devient très connu dans le milieu gay, dans le Castro District et ses alentours. Plus tard, il s'installe à San Diego. Andrew était le talentueux Monsieur Ripley. Il incarnait des personnages différents pour correspondre aux attentes de ses interlocuteurs. Il était très cultivé. Il connaissait tout sur tout, du dernier opéra à la mode aux hôtels branchés de Marrakech. C'était un caméléon. Il pouvait se fondre partout. Il reprenait les histoires qu'il entendait à son compte. Il se les appropriait et les racontait comme si les événements lui étaient arrivés à lui. Il se met à s'inventer des personnages. Il peut être Andrew de Silva, le lieutenant-commandant Andy Cummings, Drew Cunningham ou encore Kurt Matthew Desmarais. Il sortait surtout pour repérer les hommes riches. Il voulait mener la grande vie. Il invitait ses amis à dîner dans des endroits sophistiqués, payait des bouteilles de vin hors de prix, des voyages. Personne ne savait comment il pouvait se le permettre. Où trouvait-il cet argent ? Andrew Cunanan était un gigolo. Il ciblait des hommes plus âgés. Il faisait des recherches sur eux. Il se renseignait sur les endroits où ils aimaient sortir. Il cherchait à connaître leur centre d'intérêt, puis il s'introduisait dans leur entourage pour que ces hommes puissent le rencontrer. On ne saura jamais vraiment s'il se prostituait ou s'il a réussi à se faire entretenir pendant des années pour pouvoir vivre comme ça. Il n'a jamais eu l'ambition de faire carrière ou l'intention de travailler. Il a aussi une part sombre. Il était toxicomane. Il prenait de la drogue, il buvait beaucoup, il faisait la fête, et c'est à peu près tout ce qu'il faisait de ses journées. Mais au printemps 97, le train de vie fastueux auquel le jeune homme s'est habitué prend subitement fin. Andrew venait brusquement de se retrouver à la rue. L'homme qui l'entretenait, Norman Blanchford, avait refusé de lui acheter une nouvelle voiture de luxe et l'avait mis à la porte. Il avait vécu dans une maison de plusieurs millions de dollars au bord de l'océan Pacifique et tout à coup, il n'avait plus rien. Il a dû se mettre à gagner son propre argent. Il a vendu du crystal meth, des stéroïdes. Il ne pouvait plus se permettre d'avoir le même style de vie. Il a fait une dépression. Il a pris du poids, il ne se coiffait plus, ce qui ne lui ressemblait pas. Il avait toujours été plutôt soigné, bien habillé, apprêté. Ses amis ont remarqué le changement. Pendant environ 3 mois, il n'était plus lui-même. La drogue avait laissé des traces. Il n'avait plus le physique qui lui avait permis de gagner autant d'argent par le passé. Il traversait des moments difficiles. Il n'avait pas les moyens de vivre la vie qu'il voulait mener.
Il n'avait plus personne pour l'entretenir. Et même si ce n'est que mon avis, et qu'il vaut ce qu'il vaut, je pense que toutes ces circonstances ont fini par le pousser à devenir un tueur sans pitié. S'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il tuait. Il est temps pour lui de quitter la Californie. San Diego n'avait plus rien à offrir à Cunanan. Les gens commençaient à se méfier de lui. Ils savaient que c'était un escroc, un menteur. En plus, il n'avait plus d'argent. Alors il a décidé d'aller dans le Minnesota rendre visite à un ancien amant, David Matson. C'est le début d'un périple meurtrier qui va se terminer par la mort tragique du célèbre styliste italien. Mais qu'est-ce qui a poussé Cunanan vers lui? La rumeur disait qu'ils s'étaient rencontrés quelque temps auparavant. Mais le doute persiste, encore aujourd'hui. Il y avait des bruits qui couraient. Certains disaient que Versace et son assassin, Andrew Cunanan, se connaissaient d'avant. Ça ne me surprendrait pas si c'était vrai. Versace et Cunanan auraient très bien pu se rencontrer bien avant qu'ils partent pour le Minnesota. Ils ont peut-être fait connaissance à San Francisco. Je ne pense pas qu'ils se connaissaient. En tout cas, pas personnellement. Il ne s'était rien passé entre eux qui puisse expliquer la suite de l'histoire. Des rumeurs disaient qu'ils avaient été amants, que Cunanan avait été repoussé et qu'il s'était vengé. Mais il n'y a aucune preuve. Le partenaire de longue date de Gianni Versace a toujours nié le moindre lien entre Cunanan et lui. Il n'avait jamais eu aucun contact. S'ils ont eu une aventure, elle a dû être très brève. Et pour le styliste, ça n'a certainement pas compté. À cette époque, Versace est au sommet de sa gloire. Il a créé un nouveau style qui nous a tous influencés. Il a introduit des couleurs vives partout et a révolutionné notre façon de penser la mode. C'était l'un des précurseurs de la mode actuelle, particulièrement en Italie. Il y a une expression qui dit qu'Armani habille la femme et Versace la maîtresse. Et ça reste une façon assez juste de concevoir la mode italienne. Il venait de la Calabre, dans le sud de l'Italie, la pointe de la botte juste en face de la Sicile. Il est né dans une famille plutôt modeste, mais de classe moyenne. Sa mère était couturière et c'est auprès d'elle qu'il a puisé son inspiration. Il avait un grand frère et une petite sœur qui a toujours été très extravagante, même enfant. Elle a teint ses cheveux en blond platine très tôt, à l'âge de 13 ans. Elle était toujours très bien habillée, avec des vêtements qu'il lui avait confectionnés, et ils sortaient dans les mêmes endroits. Elle a accepté son homosexualité sans problème. Pour elle, la vie était faite pour s'amuser. Et il s'est beaucoup inspiré d'elle, quand ils étaient jeunes, mais aussi plus tard dans ses collections. Gianni Versace s'est installé à Milan à l'âge de 26 ans. Il s'est formé dans des petites maisons de couture avant d'ouvrir la sienne en 1978. Il a connu le succès très rapidement et au bout de 10 ans à peine, il habillait Lady Di et des stars de la musique. Il est devenu lui-même une rockstar. Avec lui, la mode n'était plus confinée à un certain milieu. Ses créations ont conquis les plus grandes stars. Sa principale contribution a été de faire monter la mode de rue sur les podiums. Il a associé le style de Marlon Brando à celui de la haute couture. Il a été le premier à voir le potentiel de cette fusion pour créer un look inédit, décalé, fun et exubérant. Il a redéfini le rôle du styliste et lui a donné une nouvelle place dans le monde de la culture. Pour lui, ça ne devait pas être un esthète déconnecté du monde qui dessine des vêtements pour quelques privilégiés tout en restant en retrait. Lui, il se mettait en avant. Ses créations exubérantes portaient son empreinte et reflétaient sa personnalité. Il est devenu le symbole du bouleversement des codes de la haute couture. C'était un excellent ambassadeur pour sa marque. Les gens le reconnaissaient, ils savaient qui il était. Dans mon souvenir, tout le monde avait une très bonne opinion de lui.
Versace côtoyait les plus grands de ce monde, les célébrités, les stars du rock, les membres de familles royales. Elton John était l'un des plus grands amateurs de ses collections. Le styliste avait d'ailleurs l'habitude de dire que le chanteur possédait plus de vêtements Versace que lui-même. Il adorait les couleurs, le glamour. Versace dessinait ses costumes de scène et habillait toute sa famille aussi. Sa sœur connaissait beaucoup de top modèles. Elle a vite compris le pouvoir de ces femmes qui attirent énormément l'attention des paparazzi. Elle a voulu faire entrer cette dimension dans la marque et que les mannequins portent ces pièces extravagantes sur le podium. Versace est très influent dans le monde entier. Et avec son succès, vient la fortune. Sa croissance exponentielle dès les années 70, mais surtout dans les années 80 et début 90, lui a permis d'avoir un luxueux train de vie. Il avait deux passions, l'immobilier et les œuvres d'art. Alors il s'est offert un énorme palazzo à l'ancienne, magnifique à Milan, qui est devenu son domicile et son atelier. Il a aussi acheté des maisons à New York et bien sûr son immense propriété à Miami. Il possédait également une splendide villa au bord du lac de Côme, pas très loin de Milan. Son goût pour l'art était aussi une passion très coûteuse. Au début des années 90, il était à la tête de l'une des plus grandes collections de Picasso au monde. Il était propriétaire d'une vingtaine de ses tableaux. Gianni Versace était au sommet. Il avait 50 ans et il s'était hissé parmi les personnes les plus célèbres de la planète. Il s'est rendu à New York à l'occasion de l'introduction de son entreprise en bourse. Elle était estimée à 1,5 milliard de dollars, une somme colossale à l'époque. C'était la première maison de couture italienne à être cotée. Et après ça, il est allé à Miami. À l'été 97, Gianni Versace se prépare à partager son temps entre l'Europe et les États-Unis. Il ignore que l'homme qui va sceller son destin s'apprête à commettre des meurtres dans 4 États. Fin avril, Cunanan part pour le Minnesota. L'hiver a été particulièrement rude et les habitants attendent avec impatience l'arrivée du printemps. David Madson, l'un de ses anciens amants, et leur ami commun, Jeff Trail, se sont éloignés de Cunanan. Et ils sont contrariés d'apprendre que celui-ci va venir leur rendre visite. D'après de nombreux témoins, David Madson était l'amour de sa vie. Il était architecte, assez connu à Minneapolis. Jeffrey Trail était un ami d'Andrew. Il était aussi proche de David Madson, mais apparemment, il essayait surtout de le convaincre que Cunanan n'était pas un type bien et qu'il valait mieux s'en tenir éloigné. Et d'une façon ou d'une autre, Andrew a dû apprendre ce qu'il disait de lui. En tout cas, on sait qu'il n'aimait pas beaucoup Jeffrey Trail. Il est arrivé à Minneapolis le 25 avril et les premiers jours, ils avaient l'air de bien s'entendre. Il sortait dîner avec des amis, il logeait chez une autre connaissance. Mais soudain, la situation bascule. Il les soupçonnait d'avoir une liaison et il leur a fait une crise de jalousie. Il a attrapé un marteau et il a frappé Jeff Trail à mort. C'était assez étonnant qu'Andrew ait été capable de maîtriser Jeffrey Trail, parce que c'était un vétéran de la marine qui avait participé à la guerre du Golfe. Il faisait partie de la police de la route. Il patrouillait sur les grands axes. Et c'était un type assez costaud. Andrew devait être fou de rage quand il l'a agressé. Il y avait du sang partout. Après, il l'a enveloppé dans un tapis et il a volé son arme. Le cadavre de David Madson a été découvert quelques jours plus tard. Il avait reçu 2 balles, une dans la poitrine et l'autre dans la tête. On l'a retrouvé près d'un lac, à une petite centaine de kilomètres de chez lui, où Jeffrey Trail avait été assassiné. Et il a été abattu avec le pistolet calibre 40 qui allait plus tard être associé au meurtre de Jeffrey Trail. Avec 2 meurtres à son actif, Cunanan met le cap sur Chicago. Andrew a volé la Jeep de David Madson et a conduit jusqu'à Chicago, où il est tombé sur Lee Miglin. Personne ne sait s'ils se connaissaient déjà ou si c'était une première rencontre.
Lee Glynn était un ancien courtier devenu promoteur immobilier prospère. C'était un homme d'affaires philanthrope, très apprécié. Mais il va bientôt mourir dans des conditions atroces. Cunanan a torturé Lee Glynn jusqu'à ce qu'il meure. Il avait une arme, mais il ne s'en est pas servi. Il lui a tranché la gorge, il lui a donné des coups de batte de baseball, il l'a bâillonné avec du ruban adhésif, il l'a ligoté et il l'a frappé à mort. Le meurtre de Lee Glynn était très particulier. C'était personnel, brutal, comme si Cunanan cherchait à prouver quelque chose. Il s'est déchaîné sur lui. Il a pris de l'argent dans le coffre, puis il a volé la voiture presque neuve de Glynn et a roulé vers New York. Ce n'est qu'après le meurtre de Lee Glynn qu'Andrew Cunanan a été relié aux 2 homicides précédents. Il fait maintenant partie des 10 personnes les plus recherchées par le FBI aux États-Unis. Dans tout le pays, la police sait désormais à quel point l'homme de 28 ans peut être dangereux. Mais rien ne semble pouvoir arrêter Cunanan. Et il s'apprête à commettre l'irréparable et à détruire une autre vie. L'enquête a été confiée au FBI parce que Lee Glynn était une personnalité de premier plan à Chicago et 3 meurtres avaient déjà été commis. Andrew Cunanan était maintenant considéré comme un tueur en série, un fou dangereux, et le FBI était sur sa piste. Ils ont pu localiser et suivre la voiture de Lee Glynn grâce à son téléphone intégré. Andrew roulait en direction du sud de la Floride. Alors qu'il traversait le New Jersey, il a entendu à la radio que le FBI était à sa poursuite. Il n'allait pas tarder à le rattraper. Il a aussi compris que c'était grâce au téléphone qu'ils avaient retrouvé sa trace. Il a immédiatement arraché le combiné, mais apparemment ça n'a pas suffi. Ils étaient toujours en mesure de le suivre. L'homme panique. Il sait qu'une course contre la montre est engagée. Cunanan s'est arrêté au cimetière national de Finns Point, où il est tombé sur William Reese, qui gardait l'endroit. Reese avait 45 ans. Il était père de famille. C'était visiblement un homme très apprécié. Ses proches l'adoraient. Reese n'a aucune chance. Cunanan a abattu le gardien et a volé son 4x4. C'est avec ce véhicule qu'il s'est rendu à Miami. Il a traversé le pays en semant la mort. Et personne n'a réussi à le rattraper. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais la police n'a rien pu faire. Et personne ne savait où il se rendait. Il était en fuite. Il a roulé sans s'arrêter en direction du sud. Depuis les années 80, South Beach était un quartier gay très populaire. C'est d'ailleurs une des raisons qui avait poussé Gianni Versace à s'installer là-bas. Et il avait aussi largement contribué à la réputation de cet endroit. C'était une personnalité importante dans ce quartier. Certains pensent que Cunanan avait choisi South Beach parce qu'il savait qu'il pourrait se fondre dans la masse et peut-être même y trouver du soutien. Il y avait beaucoup de migrants latinos dans cette partie de la ville, donc il passerait inaperçu. Toutes ces raisons l'ont amené jusque-là. Ce qui est incroyable, c'est qu'en arrivant, il s'est enregistré dans un hôtel sous sa véritable identité, alors que c'était l'un des hommes les plus recherchés des États-Unis. Pourtant, la police ne parvient pas à le retrouver. De plus, depuis qu'il est arrivé en Floride, Andrew ne se cache pas. Il mène une vie normale pendant plus de 2 mois. Entre-temps, Gianni Versace est arrivé à Miami Beach. C'était les années 90. Au cours des années 80, il y avait eu plusieurs guerres de gangs liées au trafic de cocaïne. Il y avait beaucoup d'homicides dans la ville de Miami et dans l'ensemble du comté de Miami-Dade. Mais dans les années 90, c'était pratiquement terminé. Il y avait toujours des meurtres, mais ils étaient nettement moins nombreux. À cette époque, South Beach voulait faire oublier son passé et redorer son image. L'Art déco,
Deux flics à Miami et le tourisme avaient remis le quartier à la mode. La ville évoluait dans le bon sens. Le quartier a fini par achever sa transformation et Versace a joué un rôle non négligeable dans ce changement. Il a acheté un vieil hôtel qui n'était pas en très bon état et en a fait un palace moderne en plein milieu d'Ocean Drive. Versace adorait la vie à Miami Beach. Elle était haute en couleurs, pleine d'énergie. Ça devait lui rappeler la Méditerranée des années 70. Et d'autres célébrités ont suivi le mouvement. Prince est venu s'installer un peu plus loin, sur Ocean Drive. Sylvester Stallone et Madonna ont acheté des maisons dans un quartier voisin, à Coconut Grove. Avec toutes ces stars, l'endroit a complètement changé d'atmosphère. Certaines personnes considéraient que Versace était le maire officieux de Miami Beach. D'autres le surnommaient l'empereur. Pour d'autres encore, c'était carrément un gourou. Versace menait une vie agréable et sans contrainte. Dans le quartier, tout le monde le connaissait et l'appréciait. Il ne se sentait pas menacé. Il ne voulait pas de garde du corps. Il allait seul à pied partout. Même quand il était avec des amis, il voulait parfois être seul. Si tout le monde l'appréciait, pourquoi quelqu'un lui voudrait du mal? C'était son raisonnement. Quand il était à New York ou à Milan, il avait au moins 3 gardes du corps. On aurait dit le président entouré des hommes du Secret Service. Et ça aurait dû être pareil ici. Mais à Miami, il se sentait serein. Il ne voulait rien de tout ça. Il n'y avait pas de paparazzi. Il se sentait ici chez lui, et c'est ce qu'il appréciait. Tous les jours, il allait à la plage avec son partenaire au niveau de la 13e rue, et personne ne venait les ennuyer. Il parlait à tout le monde. C'était quelqu'un de très sympathique. Il n'était jamais grossier ou hautain. C'était vraiment un homme charmant. Il était sympathique, discret et en même temps très créatif. Ce n'était pas le genre de personne qui était désagréable et qui pouvait susciter de l'animosité chez les autres. Pendant ce temps, le tueur en série a trouvé un pied-à-terre à South Beach. Andrew Cunanan s'est retrouvé dans un hôtel miteux, très loin de la partie chic de la ville où Gianni Versace vivait. Il réglait tout en liquide. Il manquait d'argent. C'était un coin sordide de South Beach. Pour Andrew Cunanan, le Normandy Plaza était l'endroit idéal où se cacher. Personne n'avait vraiment envie de s'y aventurer. C'était un vieux bâtiment décrépit. Même le propriétaire ne montait pas dans les étages sans une escorte policière. Pour Cunanan, la chute a été rude. Quelques mois plus tôt, il vivait dans une grande maison de plusieurs millions de dollars sur la côte pacifique. Et maintenant, il s'était réfugié dans un trou à rats à $30 la nuit à Miami Beach. Même s'il a commis plusieurs meurtres au cours des semaines précédentes, Cunanan ne fait pas profil bas. Il fréquentait les clubs gays. Pour gagner de l'argent, il s'est sûrement prostitué avec des hommes qu'il rencontrait là-bas. Il prenait de la drogue. Il sortait le soir, mais parfois, il se rendait aussi dans des endroits plus chics. Il portait des costumes qu'il avait sûrement volés à Lee Miglin. Il entrait dans des sex shops, il achetait des magazines pornographiques. J'imagine qu'il vivait le même genre de vie que lorsqu'il était à San Diego. Il était très doué pour se fondre dans la masse. Il changeait constamment d'apparence, pratiquement tous les jours. Il se teignait parfois les cheveux. De temps en temps, il portait des lunettes. Il s'habillait différemment. C'était voulu, évidemment. Il savait qu'il était recherché. Il y avait beaucoup de monde à South Beach. Ce n'était pas un quartier désert où on ne croise que quelques rares personnes. On y côtoyait des milliers de gens. C'était pratiquement un mini New York, surtout la nuit. Les médias du sud de la Floride n'avaient pas parlé de ses précédents meurtres. Donc, à moins de suivre de près les faits divers, on ne pouvait pas savoir qu'il était parmi nous. Cunanan vit sa vie sans se faire remarquer. Cela lui laisse le temps de planifier son prochain meurtre, qui sera aussi le plus choquant. Andrew Cunanan avait gardé le 4x4 au Normandy Hotel. Mais la première semaine de juin, il est allé le garer dans le parking de la 13e rue, à quelques centaines de mètres de la maison de Gianni Versace. À mon avis, il a surveillé la maison. Il attendait son propriétaire.
Et à ce moment-là, le styliste n'était pas à Miami. Le meurtre a eu lieu quelques jours à peine après l'arrivée de Versace à South Beach, un jour ou deux, pas plus. Alors je suis persuadé qu'Andrew Cunanan l'a attendu. Il avait prémédité son crime. Le mardi 15 juillet s'annonce comme une belle journée de plus à Miami Beach. À 9 h du matin, à l'heure où Gianni Versace quitte sa maison située sur Ocean Drive, la température est déjà de 27 degrés. Versace venait d'arriver d'Europe. Il avait terminé son dernier défilé à Paris. Il était sous le coup du décalage horaire, alors il s'est levé très tôt. Il était de toute façon matinal. Il a d'abord appelé sa sœur qui s'occupait d'un défilé pour lui à Rome. C'était un événement un peu moins important, alors il la laissait gérer. Il lui a posé tout un tas de questions. Comment se passait le défilé? Quelles décisions avait-elle prises? Puis il a raccroché. Ensuite, comme quasiment tous les jours, il s'est rendu à pied au News Café, à quelques centaines de mètres de chez lui. Versace avait sa petite routine matinale. À peine levé, il faisait une petite promenade jusqu'au News Café. Sur place, il achetait quelques journaux, prenait un café, puis il retournait tranquillement chez lui. Tous les matins, quand il était à South Beach, il marchait. Donc, quelqu'un qui aurait voulu s'en prendre à lui n'aurait eu aucune difficulté à connaître ses habitudes. Le styliste est arrivé au News Café vers 8h30. Il a acheté 5 magazines pour $15 et il a bu un café. Puis il a remonté la rue côté ouest, là où se trouvait sa maison. Il était détendu, il flânait. Il n'avait rien à craindre. En arrivant devant son portail, il a sorti sa clé pour l'ouvrir. Selon des témoins, c'est à ce moment-là qu'un homme s'est précipité sur lui et lui a tiré 2 balles dans la tête. Moins d'une minute plus tard, on a reçu un appel radio d'un agent de police. Des coups de feu avaient été entendus au niveau du 1116 Ocean Drive. Il y a eu 2 détonations. Il y avait 2 hommes à l'intérieur de la maison. Antonio D'Amico, le partenaire de longue date de Versace, et Lazzaro Quintana, un ami avec qui il avait prévu de jouer au tennis un peu plus tard. Ils sont tous les 2 sortis en courant. C'est Quintana qui a découvert Versace sur les marches. Une femme qui se trouvait là lui a dit « Il est parti par là », en pointant du doigt la direction par où le tireur s'était enfui. Très courageusement, Lazzaro a poursuivi le criminel dans la rue. Il lui a couru après. Quand le tireur s'est aperçu qu'il était suivi, il s'est éloigné vers le nord sur Ocean Drive. Ensuite, il a tourné dans la 12e rue vers l'ouest et s'est engouffré dans un parking. Mais avant ça, il s'est arrêté et a pointé son arme sur Lazzaro, qui est parti dans une autre direction. À quelques rues de là, c'est le chaos devant la propriété du styliste. Ça a dû être horrible pour les personnes présentes dans la maison. Ils connaissaient le couturier depuis très longtemps. Ils avaient beaucoup d'affection pour lui. Personne n'aurait jamais imaginé qu'un crime aussi odieux puisse arriver juste devant chez lui. Antonio D'Amico est sorti lui aussi. Il hurlait. Il était en état de choc, complètement dévasté. Il a reçu une première balle sur la pommette gauche, juste à côté du nez, et une deuxième dans la nuque, du côté droit, quand il s'est retourné. Ses chances de survie étaient très minces. L'ambulance est arrivée, l'équipe de secours a été très réactive. Ils l'ont chargé dans le véhicule et l'ont immédiatement emmené au Jackson Memorial Hospital. 1h30 à peine après s'être écroulé sous les balles, il était déclaré mort. Il a été abattu à bout portant. Il n'avait aucune chance de survivre à ces 2 blessures par balle. Une question est sur toutes les lèvres. Qui peut bien avoir commis ce crime et pourquoi? Dans n'importe quel homicide, la priorité est d'établir qui peut en être l'auteur. Mais quand la victime est célèbre,
comme dans le cas de Gianni Versace, l'affaire se complique. Parce que le meurtre prend une dimension planétaire. Ce n'est pas un règlement de compte de quartier où les suspects sont tous plus ou moins concentrés dans la même zone. Là, l'auteur du crime pouvait venir de n'importe où dans le monde. Le meurtrier savait que sa victime était Gianni Versace. Ça ne faisait plus aucun doute. Andrew Cunanan s'est enfui du garage en taxi. Mais grâce au pick-up rouge qu'il a volé à William Reese dans le New Jersey, il va être identifié rapidement. On a fouillé le garage et on a repéré ce pick-up rouge au 3e étage. Il y avait des vêtements trempés de sueur posés dessus. Alors, on était à peu près certain que c'était le véhicule de notre suspect. Les policiers ont fouillé la camionnette et ils ont trouvé le passeport d'Andrew Cunanan, des tickets de caisse de New York et d'autres édités tout au long de son trajet. Il y avait aussi des éléments permettant d'identifier ses victimes précédentes. Il y avait énormément d'indices à l'intérieur du véhicule. Ils nous ont permis d'établir une chronologie de ses déplacements, d'où il venait, à quel moment il est arrivé. Sous la surveillance étroite des médias, la police doit maintenant tenter de localiser Andrew Cunanan, un homme responsable de 5 homicides à travers les États-Unis. Quand on a compris que notre suspect était Andrew Cunanan, on a diffusé sa photo dans tous les médias. Et on a immédiatement commencé à recevoir des informations. La police a émis un avis de recherche. Elle a mis en place des barrages dans les rues et sur les ponts qui mènent à Miami. Et elle a lancé une opération de recherche dans toute la ville. Imaginez, il y avait 300 à 400 agents de police de différents services à la recherche d'Andrew Cunanan sur une surface de 18 km². Ça vous donne une idée. En gros, il y avait des policiers à tous les coins de rue. À ce stade, il ne pouvait plus leur échapper. Sa photo était diffusée sur toutes les chaînes du pays. Une chasse à l'homme avait été organisée à l'échelle nationale. Depuis que le portrait d'Andrew Cunanan circule, il devient évident qu'il vivait au grand jour dans le quartier, sans prendre de précautions pour se cacher. Le 12 juillet, on a reçu un appel du Miami Subs, un restaurant situé juste en face du Normandy Hotel où Andrew séjournait. Un serveur avait regardé une émission de télévision sur les criminels les plus recherchés des États-Unis. Et il trouvait qu'un client ressemblait beaucoup à l'un d'entre eux. Alors, il a appelé la police et une équipe a été envoyée sur place. 8 minutes plus tard, ils étaient là, mais le suspect était déjà parti. Je suis persuadé qu'il s'agissait bien de lui. Une piste inhabituelle va bientôt les rapprocher encore un peu plus de Cunanan. Andrew s'était rendu chez un prêteur sur gage. Il lui avait laissé des pièces d'or qu'il avait volées dans le coffre-fort de Lee Miglin. Dans ce genre de boutique, il faut signer un formulaire. Et dessus, il avait inscrit son vrai nom. Il avait montré son passeport et donné sa véritable adresse. Il avait indiqué qu'il vivait au Normandy Hotel, chambre 205. Alors on a immédiatement demandé un mandat de perquisition. On a encerclé l'hôtel et on a attendu que le juge signe le document. Et dès qu'on a reçu l'autorisation, on est entré. L'équipe d'intervention a forcé la porte de la chambre, mais à l'intérieur, il y avait un couple qui n'avait rien à voir avec l'affaire. On leur a fait une peur bleue. Cunanan avait occupé plusieurs chambres dans l'hôtel. Il avait fini par séjourner dans la 322 qui donnait sur la mer. Les médias y sont entrés. Ils ont trouvé l'endroit assez décrépit, mais il y avait des livres qu'il avait lus, des revues, des magazines pornographiques. De toute évidence, il avait vécu là. Mais l'insaisissable Andrew Cunanan conserve une longueur d'avance sur la police. Plusieurs fois, grâce à des indices qu'il avait laissés derrière lui, on a senti qu'on était tout proche. Mais on le ratait de peu à chaque fois. C'était déroutant pour les médias comme pour la police, parce qu'il était très doué pour changer d'apparence. D'après certains renseignements, il s'était rasé le corps entier et se faisait passer pour une femme.
Selon ses amis, il était capable de changer de style très facilement, parfois plusieurs fois par jour. Il le faisait déjà à San Francisco sans raison particulière. C'était un caméléon. Il pouvait se fondre partout. Pendant quelque temps, on a tourné en rond. On le suivait, mais il nous échappait toujours. Mais on sentait qu'il n'avait pas quitté la ville. C'était comme si Cunanan s'était volatilisé. Personne ne comprenait comment il avait pu s'échapper de la zone avec ce déploiement policier. Il a dû marcher ou prendre un taxi pour s'éloigner de quelques kilomètres vers le nord. Il est entré par effraction dans un petit voilier mis à quai sur la voie navigable. Un peu plus loin, il est tombé sur une maison flottante inoccupée. Mais Cunanan va bientôt être surpris dans son repère. Le gardien a ouvert la porte et il est entré. Il a immédiatement senti que quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Quelqu'un qui n'avait rien à faire là. Et puis, un coup de feu a retenti. Le gardien se précipite dehors et alerte les autorités. En recevant l'appel, on a tous pensé à Andrew Cunanan. Il y avait de grandes chances que ce soit lui. En arrivant sur place, on a cerné la maison flottante et l'équipe d'intervention est passée à l'action. Le négociateur a essayé d'établir un contact avec l'intrus, mais il n'y a pas eu de réponse. Le monde entier retenait son souffle. Était-ce bien le suspect? Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont lancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur. Ensuite, ils sont entrés et ont découvert un homme qui s'est avéré être Andrew Cunanan, allongé sur un lit à l'étage. Il s'était tiré une balle dans la bouche. À mon avis, il était déjà à l'étage quand le gardien est entré dans la maison. Il a dû penser que c'était la police et il s'est dit que c'était la fin. Il était au pied du mur, acculé, alors il s'est suicidé. La chasse à l'homme de l'un des criminels les plus recherchés des États-Unis aura duré 8 jours. Grâce à ces empreintes digitales, on a pu confirmer qu'il s'agissait bien d'Andrew Cunanan. Et on a aussi établi que l'arme utilisée était la même que celle qui avait abattu Gianni Versace. On s'est félicité. On était tellement soulagés que ce soit terminé et surtout que personne d'autre n'ait été blessé. Et puis on allait enfin pouvoir se reposer. On avait beaucoup de raisons de se réjouir. Même si bien sûr j'aurais préféré que l'histoire se termine autrement, parce que j'avais plein de questions à lui poser. Mais c'est comme ça. Il avait suivi l'affaire à la télévision. Il avait mangé ce qu'il avait trouvé dans les placards. Des cacahuètes, des bonbons, des choses à grignoter essentiellement. Il n'avait plus que $6 qu'on a retrouvés sur la table. À mon avis, tout ce qu'il voulait, c'était commettre le crime de la décennie. Il voulait que son nom soit connu dans le monde entier, même si c'était pour de mauvaises raisons. Quand on creuse dans sa vie et qu'on étudie ses agissements, il est évident que c'était un jeune homme déséquilibré et malade. Il avait connu beaucoup d'échecs dans sa vie. Il avait l'impression de mériter plus. Il en voulait plus. Toute sa rage et ses idées délirantes se sont dirigées vers Gianni Versace. Il y a toujours des rumeurs qui circulent sur les raisons qui l'ont poussé à agir. Son mobile reste assez obscur. Cunanan et Versace étaient-ils liés d'une façon ou d'une autre? Et si oui, ce lien aurait-il pu mener à la mort prématurée du styliste? Si Versace avait été la seule victime de Cunanan, on aurait probablement conclu à une banale affaire de harcèlement. Un déséquilibré s'en est pris à un styliste influent et réputé mondialement. Et on aurait considéré Cunanan comme un malade mental. Mais il n'était pas du tout psychotique. C'était plutôt un véritable sociopathe. Il n'avait aucun sens moral et beaucoup de ressentiment envers certaines personnes. Et je pense que pour lui, Versace n'était pas une victime différente des précédentes. Dans son esprit, ces gens lui avaient causé du tort et il voulait se venger d'eux.
La folie meurtrière d'Andrew Cunanan et son crime le plus médiatisé en juillet 1997 ont eu de profondes répercussions dans le monde de la mode. Son geste a choqué la planète entière. Et malheureusement, nous n'en connaîtrons jamais les véritables causes.